jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille? Le slogan de l'affiche américaine de Death Wish a le mérite d'être clair et de poser instantanément les enjeux du récit. Le dernier film avec Bruce Willis appartient en effet à un courant très controversé du polar, le vigilant movie, un sous-genre cinématographique qui déchaîne les passions depuis des décennies, et qui, à tort ou à raison, est souvent taxé de réactionnaire, fasciste et raciste par une frange de la critique. En 1974, le film matriciel et emblématique de ce courant, Un justicier dans la ville, Death Wish, en veau, de Michael Winner, avec Charles Bronson, sera un énorme succès qui suscitera la polémique. Près de 45 ans plus tard, son remake réalisé par Eli Roth sort en France. Cette fois sans traduction et relance le débat sur la justice expéditive. Les deux longs métrages partagent en effet le même sujet, suite à l'agression de sa femme et de sa fille, un homme ordinaire décide de se faire justice lui-même. Mais pas le même traitement. Dans le Death Wish de 1974, situé à New York, Bronson incarnait un architecte nommé Paul Kersey. Dans celui de 2018, Kersey, Bruce Willis, est cette fois chirurgien urgentiste dans un grand hôpital de Chicago. Sa vie bascule le jour où sa femme, Elizabeth Shue, est sauvagement assassinée lors d'un cambriolage qui tourne mal et dont sa fille de 20 ans ressort plongée dans un profond coma. Suite à cette agression, elle est interprétée par le top modèle argentin Camila Morón, qui a pour beau-père Al Pacino et pour petit ami Leonardo DiCaprio. Alors que l'enquête piétine et que la police reste impuissante, Kersey décide de nettoyer la ville de ses ordures, car quelqu'un doit bien faire le sale boulot. En marge de la loi, il se procure un revolver et se transforme la nuit en justicier. Au départ, Paul ne sait pas très bien tirer. Il se blesse même avec son Glock lors d'une fusillade. Mais ce gaucher va peu à peu maîtriser son arme et viser en plein dans le mille, surnommé par les médias The Grim Reaper. La faucheuse, ce type vêtu d'un sweat à capuche gris devient progressivement le héros des réseaux sociaux, grâce à une vidéo virale. Un ange gardien, ou un ange de la mort, qui agit dans l'ombre et protège les honnêtes citoyens de la voyoucratie. En menant cette croisade punitive, ce chirurgien censé sauver des vies devient peu à peu une redoutable machine à tuer. Mieux, ce brave père de famille, résidant dans les beaux quartiers de Chicago, s'épanouit dans le crime. Et se sent beaucoup mieux depuis qu'il envoie à 13 délinquants et autres trafiquants de drogue. L'un d'eux se baptise le marchand de glace. Étonné, après son traumatisme, de son prompt rétablissement, sa psy l'incite d'ailleurs à poursuivre sur la voie de la résilience, sans savoir que son désir de mort, Death Wish, est plus fort que son envie de vivre. Punchline assassine et réplique qui tue. Si le film de 1974 était d'un sérieux imperturbable, le Death Wish de 2018 utilise l'humour pour exorciser l'horreur. Histoire de dire, de manière assez hypocrite, bon, d'accord, c'est une apologie de l'autodéfense, mais c'est du cinéma. Il faut voir le film comme un western. D'ailleurs, les petites punchlines de Bruce Willis sont là pour amuser le public et désamorcer la violence de certaines scènes, comme celle où le chirurgien sectionne le nerf sciatique d'un garagiste avant de l'écrabouiller avec sa voiture dans un plan très gore. En adoptant un ton cool et léger sur un sujet qui ne s'y prête pas le moins du monde, Eli Roth a choisi de mesurer l'écart entre ce qui est jouissif au cinéma, voir le vengeur tirer dans le tas, et ce qui est contestable moralement. Il faut croire que son approche humoristique n'a pas été du goût de tous. Bruce Willis et Paul Kersey dans Death Wish. Copyright Takashi Seda, Paramount Pictures. Sorti début mars aux États-Unis, ce remake à $30 millions en a rapporté à peine 34 sur le territoire nord-américain. Et s'est fait copieusement éreinter par la presse de gauche qui a vu dans ce thriller un œuvre irresponsable, un film alt-right, embrassant les idées des partis conservateurs, prônant une politique sécuritaire. Certes, le récit porte un discours ambigu sur le droit d'acheter des armes, de défendre sa famille, de protéger sa propriété privée, surtout, de tuer. Mais est-ce vraiment surprenant dans un pays où le droit de détenir et de porter une arme apparaît dès le deuxième amendement de la Constitution? La pilule idéologique de ce Death Wish est donc bien dure à avaler ici, mais le film ne manque paradoxalement pas d'ironie.
En effet, Eli Roth porte parfois un regard moqueur sur ses concitoyens. Exemple, cette séquence drôle et inquiétante où le beau-père de Bruce Willis, qui vient d'enterrer sa fille et se présente comme un vieil homme respectable, entre soudain dans une colère noire et se met à tirer avec un fusil de chasse sur des braconniers qui sont introduits illégalement sur ces terres. Une autre scène adopte clairement un ton satirique, celle où Kersey tombe, à la télé, sur une publicité pour une chaîne de magasins spécialisée dans la vente d'armes, faisant sa promo avec une bimbo blonde à forte poitrine. Dans ces moments-là, on sent que le réalisateur d'Hostel ne se prend pas trop au sérieux, optant pour un second degré salvateur. Le souci, c'est que son long métrage est sorti sur les écrans dans un contexte particulier. Soit une quinzaine de jours après la fusillade sanglante de Parkland, une tuerie survenue dans un lycée de Floride, qui a fait 17 morts. Le 24 mars dernier, plus d'1 million de personnes sont d'ailleurs descendues dans les rues de plusieurs villes américaines pour une manifestation historique contre les armes à feu et le puissant lobby de la National Rifle Association, NRA. Et dire que la sortie de Death Wish avait déjà été repoussée de quelques mois, en raison de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, survenue à Las Vegas le 1er octobre 2017, durant un festival de musique country en plein air, tuant au moins 58 personnes et faisant plus de 500 blessés. Un rôle refusé par Stallone, Del Toro et Liam Neeson dans le film, Bruce Willis joue les tontons flingueurs, sans trop s'impliquer. La star de 63 ans, qui a souvent affiché son soutien aux républicains, se contente en effet du minimum syndical dans le rôle de ce justicier à la gâchette facile, refusé par Sylvester Stallone, Benicio del Toro et Liam Neeson. Il excelle, en revanche, dans une séquence au début du film. Paul assiste à un match de foot auquel participe sa fille. Un supporter dans la foule l'agresse verbalement. Il lui demande de se calmer. Mais l'on sent déjà Kersey bouillir et réprimer la violence qui est en lui. Après avoir subi cette première altercation, le médecin va entamer progressivement sa transformation. Et la violence explosera plus tard, notamment dans un bar et une boîte de nuit, les deux meilleures scènes d'action du film. À l'origine, c'est Joe Carnahan, Le Territoire des loups, qui devait réaliser ce remake. Il avait signé un premier jet du scénario, qui se déroulait à Los Angeles. Mais il s'est désolidarisé du projet en 2013 car il détestait les choix du PDG de la MGM. À la vision du long métrage d'Eli Roth, on constate d'ailleurs que le résultat est beaucoup plus lisse et aseptisé que le film original, tourné par Michael Winner en 1974. Dans celui-ci, la fille de Paul Kersey était violée sous les yeux de sa mère. Celle-ci, battue à mort par 3 voyous, Jeff Goldblum faisait ses premiers pas au cinéma à 21 ans dans la peau de l'un des agresseurs. Dans la version de 2018, l'un des assaillants entreprend de violer la fille de Bruce Willis, mais sans jamais passer à l'acte. Et la mort de sa femme reste hors champ, on entend juste un coup de feu à l'extérieur de la maison. Dans Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, le sentiment d'insécurité était beaucoup plus fort car l'action se déroulait dans le New York décrépit, surendetté et croulant sous la criminalité des années 70. Une ville bien différente de celle de l'ère post-Rudolph Giuliani, le maire qui a nettoyé la ville à partir de 1994 en appliquant dans les rues une politique de tolérance zéro extrêmement stricte, y compris contre les délits mineurs. Big Apple, d'un justicier dans la ville suinte l'angoisse urbaine, couloir de métro. Désert, ruelles sombres et malfamées, parcs envahis de junkies le soir tombé. Au début des années 1970, il était en effet impossible de se promener là. Nuit dans Central Park, Harlem, le Bronx et certains quartiers de Brooklyn. Et contrairement à Bruce Willis dans le nouveau Death Wish, le mutique Bronson ne retrouvait jamais les assassins de son épouse, ni le violeur de sa fille. Ce qui rendait sa vengeance d'autant plus absurde, sa frustration conduisant à un massacre inutile. Reste un point commun entre les versions de 1974 et 2018, Paul Kersey est présenté au public comme un héros, voire un modèle, alors que les deux films s'inspirent d'un roman de Brian Garfield, publié en 1972, qui condamnait l'autodéfense, au lieu de la glorifier.
À ce propos, un détail ne trompe pas dans le film Daily Ross, quand un inspecteur, Dean Norris, de la série Breaking Bad, est chargé d'enquêter sur le mystérieux justicier aux méthodes expéditives et qu'il devine son identité vers la fin du film, il lui adresse un clin d'œil complice au lieu de lui passer les menottes.